À la version longue cette semaine, je reçois le réalisateur de documentaire Félix Rose. Son plus récent film, La bataille de Saint-Léonard, vient juste de finir sa run de cinéma, comme on appelle. Il a été 4 mois à l'affiche dans différentes salles indépendantes, mais des chaînes aussi nationales. C'est vraiment un gros succès pour un film documentaire. Déjà un film québécois à la base, mais documentaire encore plus. Ça a joué à TVA récemment. C'est disponible dans une version écourtée sur le site de TVA+, si vous voulez aller écouter ça. Félix Rose avait été connu, j'avais vu son film précédent, Les Roses, qui parle en fait de sa famille, de son père, Paul Rose, qui était dans le FLQ. Donc ça, on va en aborder très rapidement dans l'émission. Ça vient sur le sujet. Donc, c'est un film qui est un peu très personnel, en fait. J'en ai dit un peu, mais c'est très personnel. C'est un peu sur sa quête de comprendre, en fait, pourquoi son père a été dans le FLQ et a fait ce qu'il a fait. Un film très, très intéressant. Et ça aussi, c'est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Je vous invite fortement à écouter ce film-là. C'est très, très beau film. Et c'est ça. Donc, on a une belle discussion sur ces films en trame de fond, mais qui parlent du Québec, de la souveraineté, de la langue française. On parle de cinéma. Ça a vraiment été une super belle rencontre et j'espère que vous allez apprécier. Félix Rose, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, je suis content d'être là. Merci. Puis, tu sais, c'est ça je vois depuis quelques temps. Tu acceptes beaucoup d'invitations, tu es partout, tu as fait beaucoup de podcasts, beaucoup d'entrevues. J'imagine qu'on dirait qu'avec la bataille de Saint-Léonard, il y a eu un autre step. Je sais pas, c'est peut-être ma perception, mais je te vois encore plus partout, là. Mais c'est sûr que moi, Les Roses, ça m'avait mis ça à map. Mon dernier film sur ma famille. Là, mon père, Paul Rose, était dans les FLQ. Pour moi, Saint-Léonard, c'est un peu la suite thématique. J'avais un peu peur parce que Saint-Léonard, c'est un sujet un peu plus niché que la crise d'octobre. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Donc, j'ai été très surpris du succès du film. Je savais que ça ferait réagir, mais ça a été un gros succès médiatique et populaire aussi parce qu'il restait en salle 4 mois. Ouais. Il a décroché la semaine passée. Donc, non, je suis vraiment content. Puis je pense que qu'est-ce qui explique le succès, c'est que même si c'est un sujet qui est un peu méconnu, il reste que, vu que c'est d'actualité, parce que ça concerne la jeunesse de la loi 101, puis la loi 101, on en parle comme tout le temps, puis on a toujours beaucoup de débats au niveau de la langue, au niveau des nouveaux arrivants. Donc, je pense que ça faisait écho à l'actualité, ce qui fait que le film a eu une belle vie, là. Oui, c'est ça. Écoute, je pensais pas rentrer tout de suite avec ça, mais allons-y. Mais déjà, tu sais, un film québécois, 4 mois à l'affiche, c'est énorme. Puis pour un documentaire, j'imagine encore plus, là, tu sais. Puis d'avoir cet écho-là, d'avoir joué à TVA un vendredi soir, bon, c'est peut-être un peu tard, mais tu sais, souvent, on s'entend que les documentaires vont être tassés dans des cases. C'est sûr. Il n'y aura pas le vendredi soir, mettons. C'est sûr que le documentaire, c'est dans les télédiffuseurs, rapport peut-être public, sont pas mis de l'avant, mais l'avantage, c'est que même si moi, mes documentaires passent tard à TVA, 10h30, ça reste TVA. Donc, je vais avoir des meilleurs codes d'écoute que Télé-Québec ou des chaînes spécialisées. Tu peux aller, mettons, Les Roses, je suis allé chercher jusqu'à 230 000, un 10h30, ce qui est beaucoup pour du documentaire. Nous, en doc, on n'est pas habitué à ces chiffres-là. Donc, déjà là, d'avoir cette tribune-là, moi, je me sens privilégié parce que moi, j'ai beaucoup de collègues documentaristes très talentueux qui font des films, mais tu sais, ça va rester 2 semaines à l'écran, puis des fois, ça passe même pas à la télé. Tu sais. Exact. Mais c'est ça, t'as sûrement, il y a le sujet qui fait que ça touche les gens, le fait français, on comprend. Mais j'ai envie qu'on parle des films un peu plus tard. Je vais revenir à mon idée de base. Puis j'avais envie de parler de cinéma avec toi, d'où ça vient, en fait, ce désir-là, de faire du documentaire, puis peut-être le cinéma, peut-être, est-ce que tu as touché jeune, en fait? Mais rapidement, jeune, là, j'ai eu 2 passions dans la vie. C'était la généalogie et le cinéma.
Okay. Le cinéma, c'était plus un truc que j'entretenais avec ma mère. Ma mère, c'est une cinéphile. On regardait plein de films, autant populaires que films peut-être un peu plus exigeants. Donc, ce qui fait que je suis devenu cinéphile vite, ce qui fait que j'ai voulu aller vers le cinéma rapidement. Pas forcément le documentaire, c'est ça. mais le cinéma. Tandis que la généalogie, ça, c'est plus quelque chose que j'ai développé avec mon père. Okay. C'est que j'avais un projet scolaire et qu'on faisait un arbre. Puis mon père, c'était un peu délicat pour moi, de parler de la crise d'octobre. 7, 8, 9 ans, je l'ai appris jeune. Donc, lui, il a embarqué dans mon projet de généalogie, puis ça nous a comme soudés. Puis pendant une décennie, on allait à la rencontre de la famille éloignée, chercher nos ancêtres. Ça nous a même amenés en Irlande, parce que nous, on est d'origine irlandaise, ce qui fait que la généalogie m'a amené à me passionner pour l'histoire du Québec. Parce qu'à travers l'histoire de la famille Rose, quand j'ai appris notre passé ouvrier, j'ai appris vraiment l'histoire du Québec. Donc, ces deux passions-là que j'ai développées très jeune, que j'ai fini par marier. Exact, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je fais du cinéma historique. Puis, tu sais, au début des Roses, une des premières scènes, c'est que tu vois de façon très maladroite. Je parle avec mon père avec ma petite caméra que j'ai eue. Ça a changé ma vie là, à 12 ans. Ouais. Et là, je lui demande, dis-moi des exclusivités sur ta vie. Puis là, lui, habitué des journalistes de pacotille, il dit non, je suis fatigué. Ouais, c'est ça. Je veux juste avoir le calme le matin, je sais pas, il dit ça. Non, oui, c'est ça. Donc, calme ce matin. Pour moi, la cam, rapidement, j'ai comme compris que c'est une façon d'entrer en communication avec les autres. Ouais. Puis, il y avait le côté un peu mémoire qui m'intéresse. Ça, garder une trace de quelque chose. C'est ça. Puis quand j'ai commencé à développer les roses, mon père était toujours vivant. Ouais. Puis il est décédé subitement pendant que je lui présentais le projet. Il est mort peut-être quelques heures après. Okay. Il y a eu un ACV quelques heures après. Et je me suis retrouvé... Tu sais, au début, je n'avais pas forcément l'idée de faire des films d'archives. Ouais. Mais après, quand mon père est décédé, j'ai dit, mon film est mort. Okay. Mais je me suis retrouvé avec, comme patrimoine, plein d'archives dans le sous-sol, dont des vidéos, des cassettes qu'il avait enregistrées en prison, dont une à sa mère. Puis quand j'ai écouté tout ça, je me suis dit, j'ai comme tombé en amour avec les archives. Puis là, je suis devenu un peu obsessif pendant quasiment 7-8 ans. J'ai fouillé dans les archives un peu partout pour trouver des archives que le monde ne connaissait pas parce que la crise d'octobre est quand même archi connue. Donc, ça a été ça un peu le chemin. Parce que quand mon père est décédé, ça a été un drame pour moi parce que je me suis dit, j'ai pas eu le temps de faire d'entrevue. Ouais. Donc, là, il y a un sentiment d'urgence qui est venu qui fait que, tu sais, quand quelqu'un meurt, il y a une mémoire qui s'efface. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais me rattraper sur mon oncle. Puis j'ai fait ça avec une trentaine d'anciens membres du FLQ aussi. Ouais. C'est drôle parce que là, je fais une mini parenthèse pour parler de moi, mais j'ai... pour commencer, Les Roses, quand je l'ai vu, ça m'a touché énormément. J'ai vraiment adoré ce film-là. Et La bataille de Saint-Léonard aussi. On va y revenir, mais j'ai parti une émission, c'est pas... Il y avait quelque chose de ça qui est venu de faire parler les gens qu'on connaît. Puis j'ai fait une émission qui s'appelle Nos histoires, que je vois dans les RPA. Puis justement, c'est sobre. Je mets des caméras sur eux, puis je les prends toutes comme si c'était mes grands-parents, puis leur faire parler de leur vie. Wow. Puis j'ai des familles qui m'ont écrit après, hey, merci d'avoir fait ça. On a ça maintenant. Puis des fois, tu as des pépites. Des fois, tu parles à des gens que tu dis, bon, je sais pas trop. Tu peux dire, entre guillemets, une vie ordinaire, mais cette vie ordinaire-là parle quand même du Québec, de ce que, quelqu'un vient d'un petit village du coin, c'était de même avant, il y avait le magasin général, Puis des fois, c'est des petites traces, mais qui parlent beaucoup, puis qui ensemble, toutes ces petites traces-là parlent, c'est ça. Ça témoigne d'une époque. Ouais, exact. Moi, je vois, j'ai fait, avant de faire Les Roses, je voulais me pratiquer un peu avec la forme. Ouais. J'ai fait un portrait de ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Okay. Moi, j'étais proche de ma grand-mère. J'ai vécu 10 ans chez ma grand-mère, parce que quand mon grand-père est décédé, elle avait peur d'être tout seul. J'étais allé là pour être 2 semaines, puis je suis resté là 10 ans. OK. Puis, tu sais, ma grand-mère qui était, comme tu dis, fait partie des gens ordinaires, pour moi, c'était une époque. À travers elle, j'ai découvert une époque parce que moi, j'ai pas grandi dans la religion. Là. Mes parents étaient anticatholiques, elle la croyait encore. Donc, ça a été comme... ça me donnait accès un peu, c'était quoi le Québec
il y a très longtemps. Là, ma grand-mère avait connu la guerre et tout ça. Et pour me pratiquer dans les rôles, j'ai fait un portrait sur ma grand-mère. Et un portrait, puis à travers elle, c'est un peu l'histoire de toutes les femmes du Québec de cette époque-là. Même si, elle vient de Saint-Hyacinthe, elle a été déracinée pour venir à Montréal. Tous ces enjeux, l'enjeu de la pauvreté, comment élever 7 enfants avec des petits salaires, la mortalité, elle a perdu 3 enfants, c'est ce qui est quand même beaucoup là, pour une mère. Ouais. Donc, j'ai pu, à travers cette vie ordinaire, si on veut, j'ai tout vu à quel point que chaque vécu a son importance, puis elle était témoin de l'histoire et elle a subi l'histoire. Ouais. Et là, ma grand-mère est décédée, puis je suis content de l'avoir faite. Là, ça fait un souvenir, ça fait quelque chose qui reste, parce qu'il y a tellement de vies exceptionnelles ou ordinaires qui disparaissent complètement. Ouais. Donc là, on est dans une époque, grâce à, mettons, à des balados, à des initiatives comme la tienne ou la mienne, où là, on a la possibilité que ces gens-là, qui sont assez âgés, d'en profiter puis de faire des projets avec eux avant qu'il soit trop tard. Exact. Puis tu sais, c'est ça, je sentais comme d'avoir fait ça, tu sais, qu'il y avait quelque chose tellement de thérapeutique pour eux, tu sais, de venir de s'asseoir puis de reparler, de souvenirs. Puis moi, j'essaie de... Tu sais, je voulais avoir des fois des anecdotes. Tu sais, je cherchais pas les grosses histoires, mais tu sais, c'était comment un Noël, tu sais, avec tes souvenirs avec tes grands-parents, tu sais. Là, tu remontes un peu les trucs, puis après ça, ben, tu sais, parce que la première année qu'on l'avait faite, on avait cordé un peu serré l'horaire. Ouais. On avait un lieu, puis ils venaient un après l'autre. Mais quand on finissait, on était prêt à des mettre dehors, là, il y avait besoin de jaser encore, puis là, j'étais, oh fuck, mais là, l'autre attend. Mais il y avait quelque chose, j'ai fait, oh, je pense qu'on touche à quelque chose, tu sais, Ben, c'est du patrimoine vivant. Ouais. Puis, tu sais, quand j'ai fait les Roses Saint-Léonard, c'est des projets qu'on m'avait dit que ça serait juste des têtes blanches. Mais ça a marché chez les jeunes. Ouais. Les jeunes, là, les Roses, c'est un phénomène de jeunes. Tu avais des propriétaires de la salle, ils disaient 70% de la salle, c'est des jeunes. Puis les jeunes, ils venaient souvent me voir après les films, puis ils disaient, mais comment ça qu'on connaît pas ça? Ouais. Comment ça qu'on sait pas ça? Puis pourtant, c'est l'histoire de leurs grands-parents. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un problème de transmission au Québec. Là. Ouais. Je veux dire, s'il y avait plus de ponts générationnels entre les jeunes et les grands-parents, tu sais, ils comprendraient mieux l'histoire du Québec. Tu sais, les jeunes qui sont très sensibles et préoccupés par tout ce qui est la question raciale, il y en a beaucoup qui sont même pas au courant que leurs grands-parents étaient eux-mêmes victimes de racisme. Ouais. Puis ça, c'est parce qu'il y a un problème de transmission. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que à cause peut-être que les référendums pertinents de ça, on veut plus parler de ça? Est-ce que parce qu'on est gêné? Est-ce que parce qu'on se donne pas la peine? Je sais pas. Mais il y a clairement un problème de transmission au Québec. Oui, puis là, si on élargit, il y a peut-être aussi là, aussi le lien avec la culture là, qui est plus fragmenté aujourd'hui. Là, le monde, on est sur 10 000 plateformes, beaucoup américaines, anglo-saxonnes, abreuvées de trucs qui arrivent des États-Unis. Fait que là, ben, l'attention des gens est dure à avoir parce que tout le monde est éparpillé. Fait que ça doit pas aider aussi à parler de nous autres. Là, t'sais. Non, certainement. Là, c'est tellement éclectique que là, on le voit, le déclin des médias présentement. Ils sont en train de couper partout. Ouais. Il n'y a plus de revenus publicitaires. Les jeunes, il y a tellement d'accessibilité à la culture de partout que même au Québec, c'est rare. On a encore des phénomènes télévisuels, là, comme, mettons, les Dumas, District 31, tout ça. Mais c'est les derniers là, qui restent. Là, parce que même au cinéma, là, on a une bonne année au cinéma québécois. Il y a beaucoup de millionnaires. Là, je te dirais que c'est exceptionnel. Mais même au cinéma, on se bat contre des gros films. Donc, c'est tout le temps beaucoup de travail d'aller chercher sa part de la tarte. Oui, exact. Puis pour revenir aux Roses, j'ai l'impression que le projet, ça a pris plusieurs années. Tu as pataugé là-dessus parce qu'on a des images. Mais en même temps, je veux dire, tu filmais ton père et ta famille, j'imagine, à plusieurs moments. Là. Mais comment ça s'est concrétisé? Là, puis, quand est-ce que l'ONF est rentré là-dedans? Ben, comment ça s'est fait? C'est que moi, quand j'étais jeune, j'allais à une maison des jeunes qui s'appelait Magie, puis un des animateurs pédagogiques, c'est Simon Beaulieu, un réalisateur qui a réalisé Miron, Godin, Le Moine. Et quand j'avais 17-18 ans, j'étais allé voir son premier film, Le Moine, là, qui m'a vraiment marqué, l'utilisation des archives. Et après, Godin.
Puis je me suis dit, j'aimerais ça faire un film. C'est sur ma famille parce que je comprenais que mon père était vieillissant. Il avait 69 ans. Mon père m'a eu tard, il m'a eu après la prison. Ouais, c'est ça. Donc, quand on a fait notre voyage en Irlande, on a fait le tour d'Irlande, il a perdu la vue. Okay. Il est devenu aveugle, il avait un problème, il était déjà aveugle d'un œil. Puis l'autre, il savait que ça en venait, la vue, il l'a perdu. À un moment donné, il voyait plus rien. Puis là, c'est là que j'ai découvert sa force de caractère parce que jamais il paniquait, il n'a pas voulu arrêter le voyage. Il me demandait de lui décrire qu'est-ce que je voyais. Okay. On rencontrait plein de gens, comme des gens du Sinn Féin. Moi, je suis impressionné. Ouais. On va en Irlande, puis mon père est accueilli par le Parlement irlandais, là. Okay. Parce que des anciens de l'IRA, qui était l'armée révolutionnaire, étaient maintenant au Parlement. On a visité le Parlement avec des députés, on a parlé avec eux. Puis là, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi avec mon père. Là, je le vois que sa santé décline. Puis, tu sais, le temps je le développe, tout ça. Quand je l'ai présenté, comme je disais tantôt, je lui prends le temps, il regarde le projet, il lui dit, tu sais, Félix, il me dit de quoi avant de mourir? Il m'a dit, tu sais, Félix, nous, tu sais, la violence, c'est pas le premier choix. Tu sais, nous, on était des pacifiques à la base. Là. J'ai milité pendant 8 ans, là. Puis à un moment donné, on n'arrêtait pas de se faire battre. Les leaders se faisaient arrêter pour aucune raison. Puis à un moment donné, il y avait une loi qui nous empêchait de manifester. Puis c'est là qu'on s'est dit, si on peut plus manifester de façon démocratique, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Il avait pris le temps. Puis après, on jasait tout bonnement. Il était en train de placer la vaisselle. Il a paralysé. Et on est allé à l'hôpital. Puis j'ai compris qu'il était mourant. Donc j'ai fait la promesse. J'ai dit, je vais aller au bout de du projet. Puis là, c'est sûr que ça a été une nouvelle aventure. Je repartais du début. Là, je me suis intéressé, comme je disais tantôt, aux archives. Ouais. Mais l'autre défi, c'était, si mon père était plus là pour raconter l'histoire, le seul qui pouvait le faire, c'était Jacques. Ouais. Jacques qui avait participé aux événements, puis qui était le double de mon père. On a tout fait ensemble. Mais Jacques n'était pas quelqu'un qui voulait participer à la caméra. Ouais. Donc, ça a été dur pour moi. Ça a pris des années avant de le convaincre. Et à un moment donné, il a juste accepté parce qu'à un moment donné, il avait besoin d'aide pour sa maison. Ouais, mais c'est ce qu'on voit dans le film. C'est ça, mettre des fenêtres. Puis là, j'ai comme marchandé. J'ai dit, oui, si tu me donnes 1 heure par jour. Il a dit oui. Puis c'était parfait parce que ça créait un moment d'intimité où après, on était tellement fatigués d'avoir travaillé qu'on avait juste une caméra. Il n'y avait même pas de preneur de son, qu'il ne voyait plus la caméra. Puis ça devenait vraiment des échanges intimes. Là. Puis on pouvait aller loin. Puis là, une fois que la semaine était faite, là, je savais que j'avais un film. Donc là, le défi, c'était de trouver les archives ou que ce soit pas juste la parole qui accompagne les archives sont au même niveau. Ouais. Puis ça, c'est grâce à ça, c'est allé dans les chutes de montage. On a restauré des trucs qui étaient dans des sous-sols, tu sais, parce que la crise d'octobre, là, le manifeste, on l'a vu 10 000 fois. Ouais, c'est ça. Les images au centre Paul Sauvé avec les points en l'air, on les a vues. Je voulais briser ça. Je voulais qu'on voit aucune archive qu'on connaissait. Okay. Tellement que même le manifeste qu'on connaît, lu par Gaétan Montreuil, j'ai trouvé une autre version qui était une exclusivité, qui était la première fois que le manifeste avait été lu, puis ça avait été à CKVL, je crois, par Louis Fournier. Okay. Puis c'est celle-là que je mets dans le film. Tu sais, je voulais vraiment briser toutes les images qu'on connaissait pour sortir de la ligne. De la mémoire, tu sais, briser ça. Et le film s'est construit vraiment autour des échanges de Jacques et des trouvailles archivistiques que j'ai trouvées. Et mon père, comme je dis, vu qu'il était décédé, j'ai été capable de le faire vivre à travers les archives, mais aussi à travers la parole parce que il s'enregistrait en prison. Puis quand sa mère était mourante, tu sais, d'habitude, les prisonniers, c'est un droit acquis qu'ils peuvent aller voir leurs parents sur leur lit de mort. Mais vu que mon père, il voulait le briser, c'était un symbole fort, il faisait peur, ils lui ont interdit ça. Et mon père, il avait fait une cassette clandestine que son avocat avait cachée où il parle à sa mère, mais c'est pas le père... Tu sais, mon père était quand même assez rationnel, tu sais, mais là... Quand j'ai découvert cette cassette-là, ce qui traînait chez une de mes tantes, où il parle à sa mère, là, j'ai découvert que mon père avait une poésie en lui. Ouais. Parce que c'est un autre, c'est comme j'avais... Même moi, comme
fils, j'avais pas eu accès à cette partie de mon père. Là, j'étais vraiment dans son intimité, puis j'avais accès à son univers où là, il était vraiment dans... Il parle du fleuve Saint-Laurent, il fait parle... le vent, tu sais, puis... il fait le vent. C'est un beau moment, parce que à matin, parce que moi, j'ai vu le film... dans la pandémie, sur le site de l'ONF. Ouais. Mais je me suis retapé, tu sais, un matin, je juste aller revoir les petites séquences, puis je suis retombé sur cette séquence-là. Puis ça fait des beaux moments de poésie, vraiment touchants, tu sais, il parle justement de la Gaspésie, le vent, puis puis il fait le vent. Puis j'ai trouvé que, ouais, c'est un super beau moment, que tu rentres vraiment dans un truc que tu sens que... Je suis pas blessure, mais d'un moment d'émotion, tu sais. Puis ça, c'est ça, comme cinéaste, c'est une pièce, pour moi, c'était une pièce maîtresse. Quand j'écoutais la cassette, j'ai pleuré tout le long. Ouais, c'est ça. Puis ça me rappelait quelque chose que mon père m'avait dit, tu sais, il m'avait dit... moi, quand j'étais en prison, tu sais, j'étais dans une cellule là, qui était pas très large, là, qui avait l'air d'une salle de bain. Puis il a fait du trou, tu sais, souvent, là, mettons, il y avait les Jeux olympiques. Paul Rose, on a peur qu'il fasse une révolution, ils vont le mettre 4 mois dans le trou. Puis il disait, moi... Qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'imaginais dans une cale de bateau, puis je traversais l'océan, puis j'entendais les vagues, tu sais. Puis là, quand j'écoutais la cassette, là, ça me rappelait ça. Là, j'ai compris son monde intérieur. Son monde intérieur. S'est créé, ouais. Donc après, tu sais, j'ai été chanceux. Tu disais, quand l'ONF arrive dans le processus, avant que mon père décède, personne ne voulait faire le film. Ouais. Les diffuseurs, tout ça, il y avait peur. Après, quelques années après sa mort, là, 2015, l'ONF a embarqué grâce à Colette Loumed, qui est vraiment une bonne productrice. Puis, tu sais, le monde sont surpris, l'ONF, la famille Rose. Ouais, c'est ça. Donc, elle m'a fait confiance, elle m'a donné le temps. Et l'ONF m'ont jamais comme orienté, ils dit quoi faire. Ils m'ont conseillé, là, je veux dire, ils m'ont tout le temps. Mais j'ai toujours senti que c'est moi qui faisais le film que j'avais envie de faire. Et ils m'ont présenté un Michel Giroux, un grand monteur. Puis c'est avec lui qu'on a construit le film. Okay. C'est lui qui a pu amener la poésie au film. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que Saint-Léonard est né aussi. Ouais. Parce que Saint-Léonard, tu sais, à un moment donné, j'étais tellement obsédé. Puis autant que les Roses, c'était autant, pour moi, mon concept, c'est comme la petite famille Rose à travers la grande famille du Québec, parce qu'ils croisaient plein d'événements. À un moment donné, dans ma recherche, je rencontre Raymond Lemieux, qui était le porte-parole des francophones pendant la crise de Saint-Léonard, parce que mon père avait milité à Saint-Léonard, puis originellement, je voulais en parler dans le film. Okay. Mais quand j'ai découvert cet homme-là, qui m'a raconté son histoire, je me suis dit, mais pourquoi je connais pas ce gars-là, puis pourquoi je connais pas la crise? Ouais. Parce que tu dis, c'est chargé, la crise de Saint-Léonard, là. C'est vraiment un combat de rue entre la communauté italienne et francophones. Il y a un émeute qui fait le tour du monde. Tu sais, en grosso modo, pour ceux qui savent pas, Saint-Léonard, c'est que la communauté italienne s'est installée à Saint-Léonard. Puis en peu de temps, était une grande partie de la ville. Puis tu avais un entrepreneur, Mario Baronet, qui avait construit les duplex et qui était devenu le numéro 2 du maire et qui avait fait un programme d'école bilingue. Donc, c'était 50%, les écoles étaient 50% en français et en anglais, on avait accepté. Et après quelques années, les parents francophones se sont aperçus que c'était plus l'anglais que le français. Ouais. Et qu'il y a quelqu'un comme Raymond Lemieux, un architecte anglophone, mais qui est devenu francophile, a décidé, il a dit, ça n'a pas de bon sens, nos enfants se font angliciser. Donc, ils font une élection scolaire et ils présentent des candidats, puis ils gagnent. Puis c'est la première fois qu'on légifère sur la langue au Québec. On met fin aux écoles bilingues, puis on dit le français est obligatoire. Mais là, les Italiens et les anglophones, là, ils sont pas contents, ils le prennent pas. Et le gouvernement est un peu dépassé par tout ça. Ils savent pas quoi faire. Donc, il y a comme une escalade. Tu sais, les Italiens, ils disent on veut plus envoyer nos enfants à l'école, on fait des écoles clandestines dans les sous-sols. Et tu as le gouvernement, un moment donné dépassé, qui dit on donne raison aux Italiens. Ils font une loi, la loi 63, qui fait que le libre choix en matière d'enseignement. Puis là, ça dérape. C'est là que là, ça devient, c'est plus gentil, c'est violent. Les gens sont dépassés. À Saint-Léonard, on se bat dans les rues. Et ultimement, tout ça, ça va amener à la loi 101. Qui répond aux demandes et qui fait que la langue au Québec, c'est le français. La langue de l'éducation, c'est le français pour les nouveaux arrivants et tout ça.
Mais ça, cette histoire-là, moi, je connaissais la loi 101. Oui, c'est ça. Comme bien du monde, mais je savais pas d'où ça partait, tout le avant. Ouais. Puis ça, j'ai découvert ça en faisant la recherche pour les roses. Puis là, quand j'ai vu Raymond Lemieux, qui était mourant, j'ai dit, je vais faire une entrevue avec lui et je ferai peut-être un film un jour sur Saint-Léonard. Donc, pendant les roses, je prenais des images de crise d'octobre, Saint-Léonard. Puis quand les roses sont terminées, là, je me suis embarqué sur Saint-Léonard en me disant, je vais en faire une espèce de suite thématique en reprenant des thèmes. Tu sais, un des thèmes forts des roses, c'est l'impact du militantisme sur la famille. C'est ça. Donc, je l'ai adapté. Mais je me suis dit, au lieu que ce soit juste une famille, j'aimerais ça que ce soit 2 familles. Oui, les 2 côtés. Les 2 côtés, dont une famille d'Italiens, les Baronnets, et les Lemieux, puis montrer que même si on n'est pas d'accord avec une ou 2 familles, montrer la force des convictions, l'impact de ces familles, et humaniser aussi les 2 camps, puis comprendre que les 2 arguments, ils se valaient. Ouais. Tu sais. Mais j'ai adoré ton film. J'ai adoré les 2, là. Les Roses et Saint-Léonard. D'ailleurs, j'ai envoyé beaucoup de mes amis voir ton film. J'étais un bon porte-parole. Allez-y voir ça. Puis mes amis étaient, mon Dieu, tu sais, c'est ça. Le truc, c'est comme tu as dit, c'est pourquoi on savait pas c'était qui M. Lemieux, puis que tout ce pan-là, tu sais, c'est passé là-bas. Mais ce que j'ai adoré, c'est... Puis ce que je vois dans tes 2 projets, évidemment, les roses, c'est ultra personnel, on comprend, mais je trouve que tu as réussi à amener une sensibilité qui se transmet bien aussi dans Saint-Léonard, malgré que là, tu sais, c'est pas ton truc familial, mais comment tu englobes justement parce que tu parles aux enfants de M. Lemieux et Baronnet, et comment tu as ce lien-là, tu sais, puis je trouve ça super beau. Et je trouvais ça vraiment intéressant aussi que tu ouvres avec l'histoire de M. Baronnet comme immigrant qui arrive d'Italie, puis qui arrive ici, puis que on place, les jobs sont en anglais. Fait qu'il a appris l'anglais, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu comprends, oui, il voulait que ses enfants aient des jobs. Fait que lui, dans sa tête, c'est en anglais. Fait que, tu sais, fait que là, tu comprends, oui. Tu sais, puis je comprends. Fait que là, ça amène aussi l'idée de la souveraineté, il faudrait peut-être faire la souveraineté pour que ce soit encore plus clair que c'est francophone ici, mais je trouvais que tu as amené avec sensibilité les 2 trucs, puis que, on comprend après ça, la bataille, puis on comprend aussi que c'est le gouvernement qui a juste laissé les choses aller. L'escalade, c'est pas les 2 clans qui se voulaient du mal, c'est juste que Mané, il y a tellement... La tension fait juste grossir que c'est sûr que ça éclate. Là, oui, puis vu que le gouvernement, au lieu d'apaiser la situation, met de l'huile sur le feu. Ouais, c'est sûr que ça demande beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Ouais. C'est pour ça que je le fais sur plusieurs années. Pour les Lemieux, ça s'est fait plus naturellement parce que je pouvais me projeter dans leur histoire. Ouais, facilement, ouais. Donc, tu sais, quand moi, j'ai rencontré, j'avais fait l'entrevue avec leur père, la famille le savait. Tu sais, j'ai rencontré Chantal, qui est la plus âgée, et Pierre, que j'avais rencontré, qui était là aussi à l'entrevue avec son frère, qui l'avait accompagné, tout ça. Donc, j'ai comme développé un lien avec eux sur plusieurs années. J'ai rencontré la famille au complet, expliqué le projet. Tu sais, l'idée, c'est pas des gens qui sont habitués avec la caméra aussi, c'est développer un lien de confiance. Ouais. Mettons un journaliste, il n'a pas le temps. Là. Il arrive, il appelle, bang, bang, bang. Là, l'idée, c'était avant, c'est les impliquer dans mes démarches. Et je pense, au fur des années, le lien de confiance s'est créé. Ouais. Pour ce qui est des Baronnets, c'était plus délicat en partant pour moi. Parce que c'est sûr que la communauté italienne, avec mon nom de famille, j'avais l'impression que je partais de reculons. Ouais. Tu sais. Donc, quand j'ai appelé le fils de Mario Baronnet, Mauro Baronnet, j'ai trouvé son contact, je lui ai expliqué mon projet, il était très emballé, mais c'est sûr que je voulais pas qu'il aille sur Google, puis là, il fasse « Oh mon Dieu », puis il fasse une crise cardiaque. Là. Ouais. Donc, là, j'ai brisé la glace. Est-ce que tu me connais, Félix Rose, le fils de Paul Rose? Puis là, il y a comme un silence. Ouais. Mais après, il a dit, écoute, c'est plus la curiosité. Tu sais, il était pas comme offusqué. Ah ouais, puis il me posait des questions. Puis à un moment donné, il a dit, ton père, c'est ton père, toi, c'est toi, je vais te rencontrer. Puis on s'est rencontrés plusieurs fois, puis il y a vraiment Mauro, il y a une grande bonté, il y a une grande ouverture. Ouais. Puis tu sais, lui, sa femme est québécoise aussi, donc c'est peut-être le plus francophone de sa famille. Ouais.
Puis il a compris un peu plus, grâce à sa femme québécoise, la réalité du Québec. Tu sais. Donc, il y avait beaucoup de nuances que j'aurais peut-être pas retrouvées ailleurs. Puis il y a vraiment une vraie connexion d'amitié qui est née de ça. Puis c'est lui qui me présentait à sa famille. Puis la famille m'a accueilli à bras ouverts. Puis ils m'ont fait confiance. Donc, tu sais, quand les gens te font confiance, les deux familles, tu fais à la hauteur de la confiance qu'on t'accorde. Ce qui fait que quand j'ai fait les entrevues avec les membres des familles, ils me connaissaient assez que la parole, c'est comme libérée. Ouais. Tu sais, puis tu sais, moi, la façon que je fais des entrevues, c'est un peu comme toi, dans mesure que au début, quand j'ai commencé, c'était des entrevues. Dans ma formation, le réalisateur n'existe pas. Ouais. Donc, tu demandes aux gens, répète la question dans ta phrase comme si ça n'existait pas. Mais après, les rôles, j'avais changé ma technique d'approche parce que dans les rôles, j'avais pas le choix de mettre. Mais là, je l'ai gardé parce que l'idée, c'est que les gens ne doivent pas se sentir pognés dans un cadre où là, ils sentent des artifices, et là, ils réfléchissent tout le temps, OK, il faut pas que je fasse ci, fasse ça. Donc, en étant un peu comme on est là, la conversation, à un moment donné, il oublie les artifices. Exact. Puis tu vas chercher beaucoup plus d'émotions et de vérité que quand ils sont coincés. Puis surtout, là, la caméra, moi, tu sais, je fais une caméra tout le temps en mouvement, tu sais. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas qu'ils se sentent isolés dans un cadre, que là, on se promène puis qu'on s'adapte aussi. Donc, moi, c'est ma façon de travailler. Puis je pense que c'est le fait que je crée des liens avec eux sur plusieurs années, la méthode fait que j'ai le sentiment d'aller chercher le plus d'éléments de ces gens-là, tu sais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est ça, tu sais, moi, ça fait 14 ans que je suis ici, j'en ai fait beaucoup d'entrevues avec du monde qui ne sont pas habitués. Mais j'essaie d'être tout le temps, c'est ça, de jaser avec eux, même quand je suis un truc hors cadre, comme tu dis, une caméra sur eux. J'essaie quand même tu sais, c'est ça, d'essayer de briser un peu le plus rapidement possible les barrières. Fait que je trouve ça intéressant, ton truc. Puis c'est une de mes questions aussi parce que, tu sais, dans les documentaires, souvent, la forme puriste, on dit que le réalisateur, intervieweur doit pas être là, bon. Mais je trouve que dans la bataille de Saint-Léonard, ça rajoute, parce que je l'ai nommé, parce que comme tu as une empathie, tu as comme un calme qui fait que on sent que tu les accompagnes, puis tu es là comme un peu comme témoin de recevoir leur histoire, puis tu fais un peu comme, tu deviens comme le nous, tu sais, qui serait là, qui aurait des questionnements. Puis je trouvais que c'était juste bien dosé, tu sais, c'est ça, parce que je me demandais, comme avec les rôles, justement, parce que tu es extrêmement là parce que c'est ton histoire puis c'est tout à fait normal, mais j'avais hâte de voir c'est ça, un autre truc, comment tu allais en tirer, puis je trouvais que c'était parfait. Ça fonctionnait très, très bien. Je sais que tu en as parlé quand même pas mal, mais le travail d'archives est complètement fou, surtout dans Saint-Léonard. Là. Puis tu en as parlé aussi que tout le côté monétaire des archives qui est complètement fou, qui rend le travail quand même difficile de faire des trucs comme toi, tu sais. Ah non, c'est sûr, on n'est pas beaucoup à faire du cinéma historique, pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt chez les réalisateurs, c'est que ça coûte trop cher. Tu sais, les prix sont astronomiques. Tu sais, au Québec, mettons comparativement à la France ou aux États-Unis, où là, eux, ils ont vraiment une culture de la conservation, puis ils mettent leur histoire de l'avant. Tu sais, tout est accessible. Ici, on a une culture, on a jeté beaucoup. On jette beaucoup de matériel. Tu sais, toutes les grandes institutions ont jeté. Donc, c'est mal catalogué et c'est souvent pas numérisé, donc pas accessible. Donc, moi, la première étape, c'est que j'essaye d'avoir accès à du matériel inédit. Donc, souvent, des trucs qui n'ont pas été numérisés. Donc, c'est trouver des bobines, des chutes de montage, des trucs qui traînent dans des sous-sols. Ouais. Et comme ça, tu sais, de trouver de l'inédit, mais ça coûte cher, juste numériser. Puis des fois, tu numérises, tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. Des fois, je numérise des affaires, puis il n'y a rien d'intéressant. Mais tu n'as pas le choix, ça fait partie de la recherche. Donc déjà là, moi, j'ai accès à... j'avais accès au programme de la LACIC qui faisait que je payais juste 10%. Mais tu sais, ça pouvait être facilement plus de 100 000 juste en numérisation de matériel de recherche. Puis là, je parle pas de matériel après, une fois qu'on est en montage. Donc, il y a ça. Et une fois que là, tu as tout le matériel, tu fais ton film. Donc, c'est très long, là. Tu sais, un film d'archives, c'est pas... moi, ça me prend 6 mois à faire. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus de coûts au niveau du montage et tout ça. C'est très long. Mais surtout, quand tu arrives à la libération des droits. Tu sais, les grandes institutions, là, tu sais,
mettons, Radio-Canada, l'ONF, des institutions publiques, c'est eux qui chargent le plus cher. Mettons, pour avoir à perpétuité, parce que souvent, ils font des licences de 5 ans, mais après 5 ans, ton film est disponible nulle part. Moi, je veux faire des films qui restent. Qui restent, oui, c'est ça. Donc, pour avoir à perpétuité, là, c'est 100 $ la seconde. Donc, ça monte très, très vite. Là. Donc, c'est astronomique. Donc, moi, les roses, je m'étais mis à risque financièrement pour pouvoir le faire. Puis, à un moment donné, j'étais allé chercher cogner des portes, des mécènes et tout ça. La bataille Saint-Léonard, j'avais le luxe de profiter du succès des roses. Et là, j'ai pu me gâter au niveau des archives. Et j'ai pu faire le film que je voulais, mais je reste dans les exceptions. Tu sais, parce que, mettons, mes films fonctionnent très bien. Donc, il y a une preuve qu'il y a un intérêt du public, mais ça reste que tu pourrais faire, avec le budget d'un documentaire comme Saint-Léonard, tu pourrais peut-être faire 4-5 films documentaires sur un sujet peut-être plus d'actualité. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que là, on en a très peu. Et c'est dommage. C'est ça qui fait que les archives restent dans les tiroirs. Et c'est ça qui fait que notre histoire se transmet pas, parce qu'on n'a pas les moyens de se raconter. Exact. Mais là, avec des plateformes, là, comme là, il y a Illico Plus, ils ont une couple de séries. Là, le dernier Felkis auquel tu as participé, mais j'ai l'impression que là, on a peut-être des avenues aussi, peut-être de faire des trucs aussi en série documentaire, 4, 5, 6 épisodes. Est-ce que c'est un avenue que tu vois? Tu en as fait quelques-unes? Ben moi, j'en ai fait 2, puis j'espère en faire d'autres. C'est sûr que l'arrivée de Vrai, ça a été bon pour le documentaire, mais le Vrai a disparu. Il a été absorbé par Illico. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore c'est quoi la nouvelle direction pour les documentaires. Ça va rester. Mais comme on sait présentement, ils coupent partout. Là. On a vu juste à TVA, il y a des séries qui fonctionnent bien, qui ont été coupées, pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes ou ça marchait pas, parce qu'ils n'ont plus l'argent. Donc, je pense pas que le documentaire d'archives, il va être épargné. Donc, ça a été très bon. Comme je dis, j'ai pu faire, grâce à ça, j'ai pu faire Québec Rock qui est sur Offenbach et Corbeau, et le dernier Felkis. Mais pour le futur, je ne sais pas. Mais il y a un intérêt, parce que tu vois, il y a même si tu s'en vas dans les grosses plateformes américaines, leur true crime et tout ça, ça marche. Ça marche fort. Mais ça reste souvent dans des formules d'enquête et tout ça. Mettons, si tu t'en vas HBO, là, tu vas avoir des séries historiques. Tandis qu'ici au Québec, des séries historiques à télé, c'est plutôt rare. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est drôle, parce qu'à un moment donné, je réfléchissais à ça, tu sais, le documentaire, tu sais, est-ce que j'en écoute assez? Tu sais, des fois, tu dis, j'aimerais ça explorer ça, mais on dirait que des fois, c'est l'accessibilité, des fois, ça se rend malheureusement difficilement au public, des fois, certains sujets. Puis là, quand est arrivé au début Netflix, puis de voir comme il y a plein de documentaires, plein de séries documentaires, beaucoup de true crime, mais il y a des trucs que j'ai vus, puis là, je suis comme... Mais avec les plateformes, j'ai commencé à écouter plus de trucs documentaires. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, il faudrait profiter de ces plateformes-là pour aider un peu. C'est sûr. La locomotive est un bon levier pour le documentaire parce que, tu sais, mettons, il y avait eu des tentatives de faire des plateformes juste de documentaires, mais c'était plutôt rare que des gens vont payer juste pour écouter du doc. Mais mettons, si t'es sur une grosse plateforme, puis là, tu vois un truc passer, il est accessible, puis tu dis, hey, ça m'intéresse. C'est de même. Moi, je pense que le documentaire va assez bien. Surtout le genre policier, on s'entend, là. Sûr. Mais va quand même bien sur les plateformes numériques. Je te disais que le gros problème, c'est le cinéma. Le cinéma, les documentaires, moi, comme je te dis, c'est exceptionnel. On n'est pas beaucoup. Mais documentaire, moi, tu fais 2 semaines, c'est bon. Là. Les documentaires sont pas souvent à l'affiche, ils n'ont pas des grosses, ils n'ont pas les moyens promotionnels des fictions non plus. Ça. Et les gens, peut-être à cause des nouveaux réflexes, que là, ils disent pourquoi j'irais voir un documentaire au cinéma quand je peux l'avoir dans mon confort d'un salon? Parce que c'est pas tout le monde qui attribue une valeur cinématographique au documentaire. C'est ça. C'est beaucoup associé chez certaines personnes à plus le reportage, quelque chose de didactique. Mais moi, ma conception du documentaire, c'est pas ça. C'est pour moi, un documentaire, c'est pas un reportage. Tu as une posture, tu as une vision. Ça peut être très cinématographique. Moi, tu sais, dans mes films, je m'inspire beaucoup des cas de la fiction, avec les archétypes, avec les éléments déclencheurs, les péripéties. Tu sais, la musique occupe une place importante. Les archives, c'est que je veux pas que ce soit juste du monde qui parle, je veux qu'on vive.
Donc, moi, je pense qu'il peut avoir une valeur cinématographique, mais c'est moins dans les réflexes du monde d'aller au cinéma voir du dub, tu sais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais puis même, c'est ça. Des fois, je parle beaucoup parce que moi, évidemment, je suis un gros tripeux de cinéma. Puis des fois, je parle à mes amis. Puis, tu sais, OK, même des fois, une fiction, tu sais, un film, un drame, tu sais, mais le monde va, ah, non, mais tu sais, on va aller au cinéma pour voir le gros spectacle parce qu'il associe le gros écran à un spectacle. À juste remplir l'image par c'est ça, des explosions, des trucs. Mais des fois, tu te dis, mais tu vas aller voir un drame. En fait, cet écran-là magnifie les trucs. Tu sais. Fait que si tu vas voir un drame, c'est encore plus triste que si tu l'écoutes chez vous. Si tu vas voir un documentaire, ben, tout est magnifié, tout est plus gros. Tu sais. Mais c'est plus l'immersion. Le cinéma te permet là, de rentrer. Tu sais, à notre époque, là, on est pollué de plein d'affaires. On a nos téléphones, on a plein de distractions. Puis moi, je suis pas meilleur que les autres. Là, quand tu es chez vous, tu reçois un texto, une bassée de lavage. Là, tandis que quand tu es au cinéma, tu n'as pas le choix de faire autre chose que regarder le film. Donc, tu embarques plus facilement, tu as moins de distractions, tu es plus concentré. Donc, c'est sûr que c'est pas la même expérience. Puis, dans le fond, c'est ça le mot, c'est l'expérience. Oui, exact. Je vais revenir peut-être un peu parler cinéma, documentaire. Là. Ce serait quoi des inspirations que tu dis que tu aurais, des cinéastes que... Peut-être de la fiction même ou c'est sûr dans que le documentaire? Moi, quand j'ai vu les films de Michel Perrault puis Pierre Perrault, ça a changé ma vie. C'est la trilogie de l'île aux coudes, parce que c'était des cinéastes. Tu sais, quand on parle de transmission de mémoire, c'est eux, quand ils ont choisi l'île aux coudes, puis on dit on va faire la Perche au Marsouin. L'île aux coudes, on est dans les années 60, mais c'est isolé. Puis ça donnait un peu... c'était comme un voyage dans le temps. Tu avais l'impression que tu voyais le Québec du 19e siècle. C'est les vieilles traditions, c'était des gens plus isolés, moins d'accès à la télé, tout ça. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est mes ancêtres, là. Puis, tu sais, la façon de tourner, la caméra, tu sais, ces gens-là ont inventé un genre, le cinéma direct, là, où là, c'est pas juste du monde assis qui parle, là. C'est que là, tu vis des scènes, ça se promène, c'est vivant, tu sais, c'est du cinéma. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspiré. Comme disait tantôt Simon Beaulieu, qui était mon animateur pédagogique, m'a beaucoup inspiré. Et c'est sûr que, mettons, on a eu beaucoup de grands documentaristes, Denis Arcand, Pierre Falardeau, on se souvient d'eux beaucoup pour leur fiction, mais moi, mes films préférés d'eux, c'est leurs documentaires. Ils ont fait des documentaires importants, les deux. Donc, c'est sûr que moi, je me vois en continuité avec ces gens-là qui ont pavé la voie et qui sont servis d'un organisme fédéral, qui est l'ONF, pour faire des films qui parlent de l'identité nationale du Québec. Parce que souvent, pour la petite histoire, tu sais, mettons, ils faisaient des films, Le chat dans le sac, qui parle de l'identité des Canadiens français, mais l'ONF, il disait, fais-moi un film sur la neige, puis il les tournait, puis il faisait un film qui parlait du Québec, dont l'ONF était comme pogné avec des films qui parlaient du Québec, et sans le vouloir, est devenu une espèce de portée-d'étendard. Tu sais, le documentaire, moi, je te dirais que ça a été notre force. Ça faisait partie de nous. On en faisait, nos documentaires allaient à Cannes, ils voyageaient, on était reconnus pour ça. Le documentaire faisait partie de notre identité. Puis là, on dirait que dans les peut-être les 30 dernières années, ça a été mis un peu de côté pas parce qu'on n'a pas de documentaristes, on en a plein, on en a des bons, mais l'accès, la visibilité, tu sais, comme tu disais tantôt, on va mettre les films à 10h30 le soir, fait que ce genre-là est mal aimé. Puis là, je fais un lien très bancal, mais est-ce que ça a un lien avec, tu sais, on dirait que les 30 dernières années aussi, il y a le côté, la souveraineté peut-être moins là, tu sais, l'identité, parce que là, tu sais, la manière que tu me parles de documentaire, l'idée de... Tu sais, c'était les années qu'on parlait de nous, qu'on voulait se montrer, qu'on voulait s'expliquer, parler de notre passé, parler de nous au présent. Mais ça marchait aussi avec les années où que là, le Québec est en train d'essayer de sortir de son cocon, d'essayer de s'affranchir. C'est peut-être un lien très bancal, mais en même temps, on dirait que ça fonctionne avec ce que tu dis, là, de l'idée de l'identité. Puis là, qu'aujourd'hui, il y a encore du monde. Je me considère encore souverainiste, mais c'est moins fervent que c'était, là, tu sais. C'est sûr. C'est pour ça que c'était un rappel. Puis, non, mais évidemment, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que 80-95 a fait beaucoup mal.
c'est pour tout ce qui est ça, à un moment donné, dans les institutions, moi, je dirais pas lesquelles, mais dans mes projets, tu sais, avant que je sois connu, ils me disaient l'indépendance du Québec, l'identité, ça n'intéresse plus personne. Ouais. Tu vois, tu avais cette idée préconçue-là, ce qu'il faut. Parce que peut-être dans des milieux plus fermés, c'est peut-être le cas, mais moi, moi, je suis un amoureux du territoire, je me suis promené partout. Puis, tu sais, quand tu sors de Montréal, là, tu sais, le sentiment d'appartenance à Montréal est souvent fort à Montréal, mais pas forcément au Québec. Puis quand tu sors, les gens, le sentiment d'appartenance, la fierté, le territoire, la culture, l'identité est très présent en dehors de Montréal. Ouais. C'est Montréal, c'est peut-être plus éclectique, c'est plus des communautés, des groupes et tout ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a plus de préjugés par rapport à tout ce qui est identitaire. Surtout que le mot national est souvent mal perçu parce que là, c'est pas du nationalisme. C'est nous, on a un nationalisme de survivance. Ouais. On n'a pas un nationalisme d'oppression. On n'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas un nationaliste là, de chauvin. C'est un nationaliste qu'on a une langue, on a une culture, on est attaché et elle est toujours menacée, puis on veut la sauver. Tu sais, c'est pas un nationaliste de conquête, là. Mais vu que le mot identité, nationalisme est souvent comme peut être mal perçu à cause de ça, ça aide pas. Mais moi, tu vois, mes films, la grande force, je trouve, c'est que ça ratisse large. Ouais. J'ai autant de gens militants de gauche que des nationalistes plus de droite qui vont voir. Tu sais, ça passe de Catherine Dorion à Richard Martineau. Ouais. Donc, ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte parce que dans ces années-là, là aujourd'hui, on a tendance à écarter le mot, on va dire le nationalisme et mouvements sociaux, la gauche et tout ça. Mais dans les années 60-70, la société et le nationalisme, ça allait de soi. Ouais. C'est pour eux, l'indépendance du Québec, c'était pas juste pour la langue et la culture. C'était que on était un peuple opprimé, on était un peuple qui était dans le plus gros peuple en termes de nombre sur le territoire, mais dans les plus pauvres. Et que le fait d'être indépendant, c'est que on améliorait les conditions sociales de tout le monde. Ouais. Donc, ça allait ensemble. Là, aujourd'hui, on dirait qu'avec les années, peut-être que... Parce que, tu sais, moi, quand on dit que les Québécois, c'est un peuple de perdants, moi, je dis, vous connaissez pas votre histoire parce que pour eux, c'est juste ces 2 référendums. Non, c'est ça. Mais quand tu vois d'où on est parti, de peuple de locataires, de peuple d'ouvriers, de peuple de cheap labor, à aujourd'hui, tout le progrès qu'on a fait, on s'est libéré de plein d'affaires. On n'est plus obligé d'aller à l'église le dimanche. On peut avoir des loisirs. On peut des business. C'est ça, là, je veux dire. Le fait d'être un francophone n'est plus un frein à avoir une ascension sociale. Tu te dis, c'est fou tout le progrès qu'on a fait, mais peut-être en faisant ce progrès-là, ce qui fait que les gens, vu qu'ils sentent pas l'oppression, peut-être qu'ils ressentent moins le projet d'indépendance parce que est plus comme palpable comme elle était. Oui, il y a encore du Québec bashing, tout ça, mais on la ressent plus dans nos tripes comme nos grands-parents la ressentaient. C'est ça. Il y a ça aussi. Je pense que, tu sais, en voyant tes films, c'est de se faire rappeler ça. Tu sais, malgré moi que j'essaie d'être au courant de l'histoire, j'aime l'histoire, mais je suis peut-être pas le plus connaissant, mais de revoir, tu sais, même juste ce matin, quand je rezutais un peu les séquences des roses, puis de revoir des moments, puis de faire, ah oui, tu sais, ah oui, c'est ça, ça partait de là, puis de le voir en image, d'avoir des archives, d'avoir des trucs, de faire comme, OK. Je pense pour ça aussi que ça résonne avec les jeunes, tu sais, l'espèce d'allumer une lumière, de faire, OK, c'est ça, c'était de même, là. Fait que tu comprends, là, d'où ça venait, cette ferveur-là, dans ces années-là, tu sais. Puis il faut arrêter de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à l'histoire. C'est pas... Les jeunes s'intéressent à l'histoire, c'est que c'est nous qui racontent pas ou qui racontent mal. C'est ça. C'est ça l'enjeu, c'est que les jeunes là, ils regardent plein de films historiques là, ils vont sur des balados YouTube, c'est la façon de raconter. Ouais. Puis c'est nous, tu sais, si mettons l'histoire, tu sais, moi j'ai eu des excellents profs d'histoire, ça était plus mis de l'avant. Si mettons moi j'étais suppléant là, puis on me demandait de mettre des Transformers puis des Lord of the Rings, si à la place ils mettaient des films québécois, là je dis pas des films nichés, des films crazy qui parlent d'une époque et tout ça, qui sont accessibles. Déjà là, tu créerais une curiosité. Puis moi, je pense que c'est ça que j'essaie avec mes films, puis il y en a d'autres qui le font. Donc,
si l'histoire est bien racontée, puis qu'on l'amène à eux, ils vont s'intéresser. Exact. C'est une responsabilité à nous. On ne peut pas en vouloir aux jeunes de ne pas s'intéresser à quelque chose qu'on leur transmet pas ou transmet mal. Oui, non, c'est ça. Puis, je veux dire, l'histoire, ça paraît, tu sais, moi, je me rappelle en secondaire 5, le professeur était excellent, tu sais. Puis moi, à l'école, j'étais vraiment un étudiant que si j'écoutais, tu sais, je retenais tout. Puis j'étais bon aux examens. Mais là, tu sais, il racontait, mais c'est sûr, il racontait l'histoire. Il la faisait vivre. Puis là, il se passait ça. Puis là, t'es comme, OK, comme un conteur. Exact. Puis à un moment donné, on a eu une suppléante. Puis tu sais, je veux pas la bâcher, mais elle arrivait. C'était pas une suppléante, c'était une stagiaire. Tu sais, puis elle était nerveuse. Puis là, c'était moins facile, c'était moins fluide. Puis l'examen, tu sais, j'ai passé d'avoir des 95 en histoire. Puis son examen sur elle, j'étais à 75. C'est ton intérêt à baisser. Parce que je suivais plus. Parce que c'est ça, tu sais. Fait puis là, je veux pas la bâcher, mais je veux dire, il y a ça, tu sais, l'idée de comme si tu racontes avec une ferveur, avec un intérêt, tu sais, sans la dénaturer, mais tu sais, la rendre vivante. Que ce soit pas juste, en 71, il va se passer ça. Bon, OK. C'est ça, c'est un art enseigné. Là. Moi, écoute, je m'intéresse aucunement aux trucs, quand j'étais jeune, aux enjeux économiques, aucunement. J'ai un prof d'économie là, qui était tellement passionnant, là, puis c'est un sujet là, que j'en avais rien à cirer. Là, puis que là, je me suis intéressé aux questions économiques grâce à lui. Ouais. Donc, n'importe quel sujet, les profs, c'est leur responsabilité aussi. L'art, la passion, ça se transmet. Oui. Il nous reste encore un peu de temps, mais le temps est en train de baisser. Je me demandais, tu sais, parce que tu parlais, bon, ça coûte cher le documentaire, mais en tout cas, ta forme de documentaire, mais tu sais, puis là, je veux pas parler de chiffres, mais est-ce que tu réussis à vivre de ton art, tu sais? Est-ce que c'est faisable au Québec, tu sais? Présentement, oui. Parce que, tu sais, je suis pigiste. Là, ça va bien. C'est ça. Comme je disais, quand j'ai fait Les Roses, non. Là, Les Roses, j'étais vraiment dans les 20 000 par année, puis ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. Mais depuis Les Roses, le fait que je fais toujours une série télé, un film, je les développe en même temps, dans les 4 dernières années, j'ai bien vécu. Ça va bien. Mais comme je dis, je fais partie des exceptions. Oui, c'est ça. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis documentaristes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Tu sais. Donc, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça, parce que tantôt, tu parlais que de certains projets, c'est des années, tu prends ton temps de parler à un à l'autre, puis là, tu te dis, bon, mais là, c'est-tu rentable sur le long terme, là, de cet accès-là? Mais ouais, évidemment, avec les 2 séries que tu as participé, j'imagine que ça a aidé d'avoir des contrats ici et là. La télé, c'est sûr, c'est toujours plus avantageux monétairement aussi. Donc, c'est pour ça que je fais les 2. Même si, pour Saint-Léonard, j'ai eu un salaire très bien, là. Mais c'est ça que j'ai trouvé. C'est pas tout le monde qui serait prêt à faire de la télé dans le cinéma. Ouais. Moi, honnêtement, j'aime ça faire de la télé. J'étudie en télé. Yep. Puis, autant que dans les films, je cherche plus l'approche cinématographique, autant en télé, c'est plus la construction des personnages. Ouais. Là que j'aime. Puis la télé te permet. Moi, c'est toujours des deuils faire des films parce que faire un film à 2, tu dépasses, Les Roses, c'était 2h15, puis tout le monde disait que c'était trop. Ouais. Faire un film de plus de 2 heures, surtout en documentaire, ça se peut pas. Donc, tu as souvent beaucoup de deuil. Tandis qu'au moins, en télé, tu peux comme faire plusieurs épisodes, puis creuser, puis faire évoluer plus tes personnages. Donc, j'y trouve mon compte dans les 2. J'aime faire les 2. Et est-ce que tu sais c'est quoi ton prochain projet ou c'est secret? Non, mais j'ai comme... tu sais, pour moi, logiquement, comme je te dis, là, je repars à zéro, tu sais. Ouais. Donc, pour moi, la cohérence, moi, je cherche autant la cohérence dans mes projets, c'est que, pour moi, il y a eu 3 crises majeures pendant la Révolution dite tranquille, parce que tranquille, moi, c'est un mot que je trouve qui convient pas tant à cette période-là. C'est la crise de Saint-Léonard, qui a ultimement mené à la loi 101, la crise d'octobre et la crise syndicale des années 70, où ça l'a brassé. C'était le même genre de violence. C'est vraiment 3 épisodes où on a flirté avec la violence politique parce qu'on avait le sentiment que les gens qui étaient au pouvoir n'étaient pas en phase avec la population. Les chefs syndicaux avaient été arrêtés. Les conditions de travail, c'était un gros enjeu au Québec dans ces années-là. Il y a eu vraiment des émeutes, des arrestations et tout ça. Et pour ces 3 crises-là, utilement sont, je dirais pas résolus, mais ils sont neutralisés par l'arrivée au pouvoir du Parti québécois
qui incarne les trois. Ouais. C'est qui dit, nous, de façon démocratique, on va régler la question nationale. Donc, ils font un référendum qui est perdu, mais au moins, ils prouvent que c'est quelque chose qu'on peut faire démocratiquement, ce que les indépendantistes ne pensaient pas il y a 5 ans à peine avant. Ouais. Deuxièmement, ils disent, on va régler la question linguistique, ils font la loi 101. Et ils règlent la question en partie syndicale en faisant des lois anti-CAB, en voyant le Code du travail. Donc, c'est comme une transition où là, ça met fin à la violence politique. Il y a eu d'autres épisodes plus mineurs après, mais là, c'est pour ça que pour moi, finir sur la crise syndicale, ça serait la meilleure conclusion à la trilogie que j'avais en tête. Okay, fait, tu le voyais vraiment comme une trilogie. Oui, thématique. Thématiquement parlant, oui, c'est ça. Parce que c'est tout dans les mêmes années. On parle de entre 67 et 74-75. Ouais, c'est ça, là. Et est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, parce que là, on dirait que ça m'allume l'idée de violence politique, mais tu sais, qui est aussi peut-être de rattacher, tu sais, toi, avec ta vision de ton père, de ce qui s'est passé avec le FLQ. Est-ce que c'est tout le temps un peu la quête de comprendre, tu sais, puis de mettre des mots, des images, en fait, sur tout ça? C'est comprendre, mais aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs. Parce que moi, admettons, pour ces 3 projets-là, c'est tout le temps la même pattern qu'on retrouve, c'est que les gens, la violence, la majorité des gens, là, 95% des gens, là, ça ne sera jamais leur premier moyen. La violence est un moyen désespéré que tu utilises quand tu ne te sens pas écouté ou respecté. Tu sais, même plus récemment, là, on pense juste à 2012, moi, pour avoir fait les manifs, c'était un gros party là, les premières semaines. Là. Mais quand le gouvernement Charest refusait de rencontrer les leaders étudiants, quand ils ont fait la loi, je pense 74, on n'avait plus le droit de manifester, c'est là que c'est devenu des émeutes violents. C'est la même chose à Saint-Léonard. C'est la même chose pour Octobre. Moi, mon père me dit, le jour où je suis devenu felkiste, clandestin, c'est le jour où les manifs à Montréal étaient interdits puis qui arrêtaient les leaders de groupes citoyens et tout ça. Donc, moi, je pense que quand puis là, le problème d'oublier l'histoire, c'est qu'on répète les mêmes erreurs. Là. Je pense qu'on est dans une période assez chaude politiquement. Ouais, c'est ça. Puis que si tu prends pas le temps d'écouter, d'être en contact avec ta population, puis de prendre le temps d'avoir un dialogue. Si tu agis trop vite, sans penser aux conséquences, il arrive que là, on tombe dans la violence politique. Oui, c'est ça. Donc, c'est évitable. Exact. Bien, c'est tout le temps qu'on avait. Félix, c'était un grand plaisir. J'ai adoré notre conversation. Merci beaucoup de ton passage. Merci pour l'invitation.